Alors, on peut définir un marché du travail transfrontalier de différentes manières. Si on s'appuie, par exemple, sur les enseignements de l'économie ou même de la sociologie du travail, on peut considérer un marché comme la rencontre entre des offreurs et des demandeurs de travail. Alors, les offreurs, ce sont évidemment les travailleurs frontaliers qui viennent rechercher un travail de l'autre côté de la frontière. Et les demandeurs, ce sont donc les entreprises. Alors, si on part de cette définition, on peut dire qu'elle est quand même insuffisante pour comprendre comment fonctionne réellement un marché du travail transfrontalier. Parce qu'il faut considérer également les autres acteurs, les institutions, comme on peut penser par exemple aux différents États, on peut penser également par exemple à une institution comme l'EURES, qui joue un rôle important pour faire rencontrer ces offreurs et ces demandeurs de travail. Alors ça, c'est une première façon de définir le marché du travail. Mais on peut aussi la définir d'une autre façon, c'est-à-dire comme un système transfrontalier d'acteurs économiques et sociaux qui jouent un rôle spécifique. L'un recherchant une situation professionnelle, les travailleurs frontaliers par exemple, et les syndicats défendant les travailleurs, donc un autre groupe d'acteurs, l'État qui facilite également la mobilité de ces travailleurs frontaliers. Donc on voit ici que lorsqu'on cherche à définir le marché du travail transfrontalier, on peut recourir à différentes définitions. Et il me semble que la seconde définition est sans doute plus intéressante en considérant le marché du travail transfrontalier comme un système d'acteurs avec des objectifs pour chaque groupe d'acteurs, des objectifs qui sont différents. Alors si on part de cette définition, on voit plus clairement quelles sont les opportunités du travail, du marché du travail frontalier. Ça permet par exemple aux travailleurs frontaliers d'élargir leur champ de recherche d'un emploi ou d'une situation professionnelle. Ça permet aussi pour les entreprises, et ça c'est une importante opportunité, de trouver de la main-d'œuvre qui n'est pas présente au niveau local, qu'elle va chercher de l'autre côté de la frontière. Le deuxième apport, je dirais, des marchés du travail, c'est une expression aussi de la construction européenne. Rien que de meilleurs exemples que de pouvoir aller travailler de l'autre côté de la frontière, parce que celle-ci est perméable, parce que celle-ci peut être franchie sans difficulté. Et on comprend ici toute l'importance de la construction européenne à travers les normes, à travers les lois, à travers les directives qui facilitent cette mobilité des travailleurs frontaliers notamment. Et puis je dirais un troisième apport peut-être du marché du travail transfrontalier, c'est la possibilité de développer la coopération transfrontalière. Ça permet de faire rencontrer des besoins avec des potentialités. On le voit par exemple en ce qui concerne le travail, ça permet de trouver la main-d'œuvre, mais on peut imaginer que cette coopération transfrontalière peut concerner d'autres domaines, par exemple dans le domaine commercial, par exemple dans le domaine social, lorsqu'on parle des associations transfrontalières, dans le domaine aussi, pourquoi pas, politique, sportif. Donc, le marché du travail transfrontalier constitue un trait d'union entre deux systèmes qui ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Ça permet de faire rencontrer des cultures qui peuvent être, par exemple, ici, différentes. Culture nationale. Ça peut faire rencontrer également des groupes d'acteurs
pour construire des projets de développement territoriaux. Alors, ce qui fait la spécificité des territoires transfrontaliers, c'est, vous l'avez dit dans votre question, ce sont les différences. Un territoire a besoin de main-d'œuvre, un autre territoire a besoin d'emploi. Ce sont les différences qui donnent du sens au territoire transfrontalier. Un des défis, alors, est de pouvoir rendre compatibles, complémentaires ces différences. Que les territoires transfrontaliers puissent mutuellement se compléter pour assurer leur propre développement. Par exemple, si on prend un exemple concret, ici, dans la grande région Saar-Lorlux, on a deux territoires. Le Luxembourg, qui est un territoire dynamique, créateur d'emplois et qui connaît de forts besoins de main-d'œuvre. Et face au Luxembourg, on a un territoire, la Lorraine, qui a d'autres caractéristiques, qui a connu d'importantes restructurations industrielles, qui connaît des problèmes de chômage importants. Et on voit ici que le travail frontalier permet justement de résoudre ce problème de chômage pour une catégorie, pour un segment de la population locale transfrontalière. On voit à travers l'exemple du travail frontalier, on voit cette construction de complémentarité que j'évoquais précédemment entre deux territoires qui ont des caractéristiques différentes. Et c'est ça la force des territoires transfrontaliers. Le défi majeur est de construire un cadre réglementaire, conventionnel. Alors quand je dis cadre réglementaire, c'est les lois, oui, les directives européennes y participent évidemment, les conventions, par exemple les conventions fiscales concernant l'emploi frontalier, et cette construction à partir des règles, des lois, des conventions, doit permettre de donner un cadre à ces différences entre développement des territoires. C'est-à-dire faire des faiblesses des uns un atout et faire des atouts des autres territoires, comme le Luxembourg, une force pour la Lorraine. Tous les acteurs ne sont pas sur le même pied d'égalité. Vous avez tout à fait raison. Tout le monde ne peut pas être travailleur frontalier. Tout le monde ne peut pas trouver un travail aussi facilement de l'autre côté de la frontière. Il y a des formes d'inégalité qui génèrent d'ailleurs entre les différents segments de la population locale, du côté de la France par exemple, du côté de la Lorraine, des formes de frustration. Le marché du travail luxembourgeois demande des qualifications qui répondent à ces besoins. Et les travailleurs de l'autre côté de la frontière n'ont pas tous ces qualifications. Donc il y a une sélection naturelle qui se fait entre les travailleurs qui ont un bon niveau d'employabilité et d'autres travailleurs qui n'arrivent pas à décrocher une situation transfrontalière. Et comme vous le dites, cela génère des tensions entre les différents segments de la population locale. Alors, il y a un autre problème, un deuxième problème à côté de celui-là, c'est des tensions entre les politiques. C'est un point qu'il faut signaler. Parce que d'un côté, on a un pays qui se développe, qui est prospère, et de l'autre côté, on a un pays en restructuration qui connaît des hauts niveaux de chômage. Mais la prospérité du pays, comme le Luxembourg, est permise grâce à ces travailleurs frontaliers qui habitent de l'autre côté de la frontière, qui habitent en Lorraine, au sein de territoires en restructuration. Et ces travailleurs frontaliers paient leurs impôts au Luxembourg. C'est-à-dire une partie des salaires générés par le travail n'est pas bénéfique pour le territoire en restructuration, pour la Lorraine. Oui. C'est une partie de la richesse qui échappe au développement de la Lorraine. Et ça génère des tensions fortes
politique, c'est la problématique de la rétrocession fiscale qui est demandée d'ailleurs par les élus politiques français depuis de longues années maintenant au Luxembourg. Donc vous voyez, ça c'est un défi aussi à relever. C'est-à-dire que les ressources que génère le travail frontalier profitent en même temps aux deux territoires, ce qui n'est pas le cas totalement en ce moment. La formation, dans sa définition, dans la définition des objectifs de la formation, elle est surtout nationale. C'est des programmes pédagogiques nationaux qui donnent une orientation aux politiques de formation. Alors que là, on parle de territoires frontaliers, c'est-à-dire des bouts de territoires nationaux. Ce sont des... Alors, il y a eu une expression qui avait été utilisée dans les années 90 par le président de la Commission européenne, c'était Delors à l'époque, qui disait des cul-de-sac. C'est-à-dire, ces cul-de-sac, ces petits territoires frontaliers, c'est un bout de territoire nationaux qui doit s'intégrer à des logiques nationales. Les décisions, alors dit autrement, on peut le dire autrement, les décisions qui sont prises à Paris concernent généralement très difficilement ces petits territoires frontaliers. Paris se préoccupe d'un cadre national dans la définition de ses programmes pédagogiques. Donc, ce qui se passe au niveau des territoires transfrontaliers, ce sont des actions très localisées d'acteurs locaux transfrontaliers qui construisent des programmes de formation très localisés. Par exemple, moi, dans mon université ici, on s'est entendu avec la Chambre des salariés de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg, pour mettre en place des bachelors dans le domaine de la finance et des banques. Parce que ça répond à des besoins locaux, des besoins territoriaux. Alors ça, c'est un premier point. Concernant toujours cette question de la formation, le problème est celui de l'apprentissage, qui est un vrai problème ici dans la grande région Saarland-Lux, entre par exemple le Luxembourg et la France. L'apprentissage est autorisé, l'apprentissage transfrontalier, c'est-à-dire un jeune qui suit une formation théorique sur un territoire et qui suit sa formation pratique dans un autre territoire de l'autre côté de la frontière, cela n'est possible que pour des niveaux de formation faibles, c'est-à-dire tout l'enseignement supérieur pour l'instant, notamment ce qu'on fait à l'Université de Lorraine, échappe à ce cadre légal de la formation par alternance en transfrontalier. Donc cela limite les possibilités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à définir, à construire. Tout n'est pas abouti. Il y a beaucoup de défis à relever, alors qu'il y a des besoins. Par exemple, dans le domaine de la santé et du social, on a besoin d'infirmières, par exemple, des deux côtés de la frontière. C'est ce qu'a montré, par exemple, la crise actuelle du Covid. Et là aussi, on a du mal à mettre en commun les possibilités de formation pour pouvoir doter ces territoires transfrontaliers d'un nombre suffisant d'infirmières. Et ce problème, d'ailleurs, va aller croissant, va augmenter avec le vieillissement de la population locale et donc des besoins en santé, en soins, en encadrement de personnes âgées qui va aller en augmentant. La pandémie nous a montré que la frontière a ressurgi. Il y a eu une fermeture complète ici des territoires, notamment entre la France et l'Allemagne, peut-être moins forte entre la France et le Luxembourg, mais elle était là. C'est-à-dire qu'on a limité la circulation. À partir du moment où on limite la circulation des personnes, des travailleurs, on donne un coup d'arrêt au transfrontalier. Le transfrontalier s'est arrêté. On ne passait plus la frontière. Ça veut dire qu'il fallait trouver des solutions autres pour franchir cette frontière alors qu'elle a ressurgi. Alors, premier enseignement, ça a été, on a développé le télétravail.
On a demandé aux travailleurs frontaliers de rester à la maison et de continuer à travailler pour l'entreprise, mais de la maison. Donc cela, c'est le premier enseignement. Cela a permis le développement du travail à domicile, home office. Et il fallait aussi trouver d'autres solutions. Alors pour revenir juste à la question du télétravail, cette résurgence du travail à domicile chez les travailleurs frontaliers est quelque peu restée aujourd'hui, même si on a toujours la pandémie qui est plus ou moins présente. Cela a permis d'habituer les travailleurs à d'autres formes de travail et d'habituer aussi les entreprises à d'autres formes de travail, à d'autres organisations du travail, en évitant le développement, en évitant la circulation des travailleurs. Deuxième enseignement, c'est la création de ce qu'on appelle des coworking space, c'est-à-dire plutôt que d'amener le travailleur à franchir la frontière pour travailler dans son entreprise, on va lui demander de rester juste à côté de la frontière, au sein de son territoire national, et de continuer à travailler dans des espaces qu'on appelle des coworking space, c'est-à-dire des espaces de travail collaboratifs. Troisième enseignement, la pandémie nous a montré aussi qu'il y a d'importantes différences dans le traitement des travailleurs frontaliers. D'un point de vue concernant, par exemple, le chômage à temps partiel. On a vu que chaque État avait sa propre logique de gestion du chômage à temps partiel, qui a été une mesure qui a été utilisée pendant la pandémie, avec des différences de traitement entre les travailleurs frontaliers. Donc la pandémie a mis en lumière, d'une certaine façon, ce qui fait la spécificité des territoires transfrontaliers. Et puis enfin, dernier enseignement, je dirais, et celui-là, il est important, c'est l'importance dans certains secteurs économiques. Cette pandémie a montré que le fonctionnement économique prévalait sur le fonctionnement social. Sans activité salariale, il n'y a pas d'activité économique et donc cela a porté au développement des territoires. Ça veut dire qu'un territoire a besoin de son homologue, de son autre territoire, de l'autre côté de la frontière. Et on retrouve cette idée que j'évoquais tout au début de la discussion, cette complémentarité, c'est-à-dire si on rend la frontière infranchissable ou difficilement franchissable, cela porte un préjudice aux deux territoires, des deux côtés de la frontière. Cela entrave le développement à la fois des territoires d'emploi et des territoires de résidence. Si on laisse le développement grâce aux outils numériques, d'ailleurs vous avez tout à fait raison, ça veut dire qu'on pourra recruter pas seulement juste de l'autre côté de la frontière un travailleur, mais on pourra le recruter, pourquoi pas, dans un pays en voie de développement. Ça veut dire que toutes ces formes de travail numérisées, si on peut les appeler comme ça, vont créer des distorsions. C'est-à-dire qu'on va produire de la richesse ailleurs que là où c'est nécessaire de produire de la richesse, ce qui va entraver le développement des territoires transfrontaliers. On ne peut utiliser le télétravail que dans un plafond de nombre de jours maximum, une trentaine de jours pour les pays frontaliers qui travaillent, pour les travailleurs qui travaillent au Luxembourg. Au-delà, le travailleur frontalier doit être soumis à des dispositions fiscales de son propre pays de résidence. Et sur cette question, on voit d'ailleurs la position d'un territoire qui demande à ce que ce plafond d'une trentaine de jours soit augmenté, mais à ce moment-là va se poser le problème de la répartition de la richesse. Les territoires de résidence de ces travails, c'est-à-dire là où est créée la richesse, c'est-à-dire là où travaille dans son domicile le travailleur frontalier, doivent bénéficier également des fruits de ce travail.
Et donc, on voit ici les tensions qu'il y a en ce moment au niveau national, même au niveau européen, parce que c'est en débat en ce moment, c'est comment favoriser le développement du télétravail, qui permet aussi de lutter contre la pollution, hein, je vous rappelle, qu'il y a d'autres effets positifs, mais comment on peut faciliter le télétravail pour que tous les territoires, de part et d'autre de la frontière, bénéficient des fruits du travail réalisé par le travailleur. On a face à nous trois bouleversements qu'il faudra qu'on gère. Celui qu'on évoque dans la discussion, celui du changement qualitatif, la manière d'aborder, de pouvoir changer de travail parce que le travail nous plaît de moins en moins, mais il y a également le vieillissement de la population en général, qui va rendre plus important certains secteurs économiques, comme celui de la santé et du social, dans un contexte de vieillissement de la population. Ça, c'est le premier bouleversement, à mon avis, du travail transfrontalier. Le second bouleversement, c'est l'importance de ce qu'on appelle maintenant l'économie verte. Produire d'une autre manière, produire avec de nouvelles normes, respectueuses d'ailleurs de l'environnement. Et on le voit dans tous les secteurs d'activité économique. Si on prend rien que le secteur du bâtiment, la place qu'ont les normes écologiques dans les nouveaux standards de construction des bâtiments. On parle par exemple des bâtiments intelligents, des bâtiments respectueux de l'environnement. Et ça posera la question de la formation. Il faudra former les travailleurs à ces nouvelles techniques de production. Ça va être le deuxième bouleversement. Et puis enfin, le troisième bouleversement, on l'a évoqué, c'est l'importance que va prendre les modèles organisationnels courts dans les entreprises, c'est-à-dire les modèles organisationnels qui seront centrés sur le numérique et la digitalisation. Ça sera une autre forme de travail où la gestion de l'information, elle sera de plus en plus, je dirais, de plus en plus importante à travers les outils numériques. Donc, une autre manière aussi d'appréhender son poste de travail. Et on va avoir une redéfinition des frontières de l'entreprise qui concernera évidemment le travail transfrontalier. C'est déjà observable. D'ailleurs, de l'autre côté de la frontière, on voit la constitution de petites entreprises très flexibles, très mobiles, centrées sur quelques départements qui se créent à tel point et qui disparaissent aussi facilement. Donc la création de structures qui soient de plus en plus flexibles grâce aux outils numériques. À travers les différents travaux qui ont été menés ici, on a pu mettre en évidence que le développement du travail frontalier a permis trois effets très positifs pour les territoires, pour le développement des territoires de résidence. Cela a permis d'amortir les taux de chômage locaux dans les territoires, du moins côté français. Deuxième effet extrêmement positif, cela a permis d'alimenter le tissu économique local sur les territoires de résidence, en soutenant le commerce de proximité. Ça, on a pu le mettre en évidence. Et enfin, troisième effet positif qu'a permis le développement du travail frontalier pour les territoires de résidence, c'est le développement d'une nouvelle économie qui soit une économie plus de services. Par exemple, avec le développement de nouveaux secteurs d'activité économique centrés sur les loisirs, par exemple, pour des territoires qui étaient quand même marqués par l'industrie, avec une nouvelle forme d'économie locale, une forme d'économie qu'on peut définir de résidentielle. Par contre, on a mis en évidence un effet négatif important, c'est celui de la dépendance. Les territoires de résidence deviennent des territoires fortement dépendants
des territoires d'emploi. Par exemple, ici, si on prend l'exemple de la Lorraine, tout le nord de la Lorraine est plus tourné vers le Luxembourg que vers les villes, les métropoles françaises du côté français. Donc, il y a un phénomène de dépendance qui peut être ici préjudiciable pour le développement des territoires de résidence. La première chose, c'est que le salaire n'est pas le seul facteur qui explique pourquoi un travailleur accepte de passer la frontière. Il y a d'autres facteurs que le salaire. Il y a les conditions, évidemment, de travail, les perspectives de développement personnel. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a réalisé des enquêtes ici dans la grande région Saarland-Lux, et on a posé la question aux travailleurs, pourquoi vous acceptez tous les jours de faire 1 heure pour vous rendre à votre travail et 1 heure pour revenir à votre domicile? Ça doit être difficile avec les difficultés de circulation. Les réponses qu'on a eues sont assez étonnantes. Beaucoup expliquent parce qu'il y a du chômage, évidemment. Ça, c'est la première raison, mais ce n'est pas la seule. Et les 2 autres raisons qui sont apparues, c'est celle des conditions de travail, du contexte de travail. Alors, le travail, des emplois au Luxembourg, on a un environnement, on va dire, plus international, avec la pratique des langues, qui rend l'emploi plus attractif. Ça, c'était un premier élément, et les possibilités de développement personnel. Et ça nous a étonnés comme raison. Les possibilités de développement personnel, ça veut dire que les perspectives de développement de l'autre côté de la frontière sont perçues comme réelles par les habitants qui vivent sur ces territoires transfrontaliers. Ça veut dire aussi que ces personnes qui vivent au sein des territoires transfrontaliers se sont complètement appropriées leur territoire. C'est-à-dire que la frontière dans leur esprit, la frontière a complètement disparu.